Ladies and gentlemen, I would like to express our thanks to the brothers and friends who kindly have dedicated their best to organize this encounter. I would like also to express my thanks to all the newsmen and newswomen for covering this press conference. And most and foremost, I express my deep gratitude for the British government and people for their hospitality. It is both a pleasure and a privilege for us to meet in this many splendid capital. The Algerians have always admired the fighting spirit of the British, and we partake the worldwide respect for the traditions of freedom and justice. Britain is a country, is a nation in whose veins floods the blood of freedom. It's the country of habeas corpus, this unparalleled masterpiece for the protection of the human being. The country of the Bill of Rights, which has been produced by the glorious revolution of 1689. Thank you very much. Merci beaucoup. مرحبا بكم. ألف شكر. أزول في اللون. Grazie tante. Muchas gracias. Vielen herzlich danke. Nous sommes aujourd'hui à Londres pour tenir une conférence de presse, le frère Ahmed et moi-même. Je dois tout de suite vous dire que la date du 16 décembre avait été prévue il y a longtemps, donc bien avant que le procès de Médéa ne s'ouvre. La responsabilité de ce choix incombe au régime, qui n'a d'ailleurs pas attendu cette date pour arrêter et juger d'autres jeunes Algériens. N'oublions pas qu'il y a un mois environ, 35 jeunes lycéens de 18 à 20 ans avaient été condamnés en flagrant délit, à huis clos et sans défenseur, à des délits à des peines allant de 18 à 20 mois. Ce procès illustre la grave crise politique qui secoue l'Algérie. C'est un des phénomènes qui prouve que rien ne va en Algérie, que tout se dégrade dans notre pays. L'échec des politiques de développement, et plus précisément des trois révolutions industrielles, agricoles et culturelles, qui a fait couler beaucoup d'encre pour rien, ont fait que dans tous les domaines de la société algérienne, il y a une détérioration. À cela s'ajoute
la crise de légitimité. Parce que, somme toute, ce régime est là par la force. Il n'a aucune légitimité historique, bien qu'il se réfère souvent à l'histoire. Et l'une des preuves les plus indéniables que eux-mêmes ne croient pas à la légitimité historique, c'est qu'ils persécutent les enfants de martyrs, de ceux qui ont fait et qui se sont glorifiés sur le champ de bataille. Pas de légitimité démocratique. Le peuple algérien a été spolié de son droit à l'autodétermination. Le peuple algérien n'a plus les libertés publiques qui lui permettent d'exercer ce droit. Ni légitimité historique, ni légitimité démocratique, ni efficience politique, parce qu'on peut pallier à l'absence de légitimité formelle par la réussite. Or, nous constatons que cette équipe mène au pouvoir, mène à la catastrophe. Face à ces situations, à ces crises, nous aurions aimé que les hommes au pouvoir se reprennent pour réfléchir et engager un processus de consultation et faire une ouverture vers la société pour qu'ensemble nous puissions faire face aux immenses problèmes qui se posent à cette société. Malheureusement, le régime ne connaît aucune flexibilité, n'admet aucune ouverture. Et le fait que l'on persécute des membres d'une Ligue des droits de l'homme, on les persécute de cette manière. Il y a une démesure entre cette initiative prise par des citoyens algériens qui fait honneur à leur vitalité politique et qui devrait être encouragée. Il y a une démesure donc entre cela et le renvoi de ces jeunes devant la Cour de sûreté de l'État et les chefs d'inculpation. C'est dire l'esprit primaire qui préside à la politique du pouvoir vis-à-vis de la société. Ahmed et moi, nous sommes la preuve que toutes les bonnes volontés ont essayé de provoquer l'ouverture. Il a été patient très longtemps, il a attendu que des promesses faites lors de l'arrivée de Chebli, des mesures fragmentaires prises qui laissaient espérer une ouverture, il a attendu qu'une ouverture véritablement crédible puisse s'opérer. Moi-même, jusqu'à l'année passée, je nourrissais vraiment, je dirais, plus que le désir, la passion de retrouver mon pays, et de la retrouver en citoyen libre, avec la possibilité de m'exprimer. Et figurez-vous que pour toute réponse, de la part du pouvoir, après de longues négociations, on me demande de m'engager à renoncer à toute activité politique. Je crois que cette façon de se conduire vis-à-vis des citoyens est très édifiante. Nous n'avons pas réagi en nous trouvant ici à des situations personnelles. C'est la situation générale de notre pays qui fait que nous nous sentons le devoir moral d'intervenir. Sinon, il y aurait non-assistance à un peuple en danger. Nous avons été des militants, nous aimons notre pays, nous avons longtemps couru l'Algérie pour organiser le mouvement indépendantiste, participer à l'organisation avec toute une jeunesse et mettre sur pied un dispositif de libération. Beaucoup de choses nous ont unis.
Et lorsque certains s'étonnent, je ne parle pas de la presse qui est bienveillante, que nous soyons aujourd'hui côte à côte, on oublie une chose. C'est lorsque toutes les valeurs dans la société algérienne sont perverties. Nous voulons garder les valeurs de l'amitié, les valeurs de la solidarité. Nous ne voulons pas oublier le passé. Et c'est à cela aussi que nous convions nos compatriotes pour qu'ils reviennent à ce qui a fait hier leur gloire. Devant les blocages à tous les niveaux, il s'ensuit une très grande appréhension quant aux conséquences qui pourraient s'en suivre. Un peuple qui est privé de toute possibilité d'expression et qui est soumis aux manipulations les plus irresponsables dans leur vie quotidienne et qui ne trouve pas à s'exprimer, cela donne quoi? Cela donne du maquis. Cela prouve qu'il existe une violence dans la société. C'est la violence de la frustration, c'est la violence de l'envie, et je dirais même. Les Algériens ont toujours eu le sens de la dignité. Et leur demander de la soumission, c'est les condamner à l'angoisse. Je crois que s'il y a une névrose en Algérie, c'est parce que ce peuple est habitué à un idéal. Et lorsqu'on ne veut plus lui offrir d'idéal, il se produit cette névrose. Et tous les sentiments de mécontentement s'expriment d'une manière non politique. La proclamation que nous vous avons distribuée a pour but précisément d'offrir une alternative à la société algérienne, l'alternative démocratique. Nous ne voulons pas mentir à notre peuple, de dire on s'embrasse et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Nous disons qu'il y a des problèmes. Ahmed a eu son itinéraire, j'ai eu mon itinéraire, mais ce qui nous a séparés n'est rien au regard de ce qui nous a unis, au regard de ce qui nous condamne à nous unir, non pas d'une manière conjoncturelle, mais d'une manière sérieuse. Donc cette proclamation n'est pas du tout une machine de guerre. C'est une déclaration de paix civile. Nous déclarons la paix au gouvernement et à notre société. Et c'est dans la mesure où notre jeunesse répond à notre appel, où les amis de l'Algérie interviennent pour soutenir la démocratie en Algérie, qu'on peut imposer une alternative démocratique. Autrement, il se produira quoi? Il se produira des conceptions élitistes, violentes ou non violentes, qui ne mèneront à rien, qui enclencheront un processus de détérioration de la société. Nous sommes donc conscients que la politisation de l'opposition, le rassemblement de l'opposition sur cette base qui est une base minimum, est une opération, peut-être une opération salutaire, si elle est reprise et amplifiée dans toutes les couches de la société algérienne. Cette proclamation a 3 parties. Vous avez le texte, je ne vais pas vous la résumer. Il y a une partie historique. C'est un appel à la mémoire des Algériens. Qu'ils sachent qu'ils se sont battus pendant des décennies au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie. La contestation du pouvoir colonial se faisait au nom de la démocratie. La deuxième partie de la proclamation est un peu le bilan, le fait qu'après l'accès à l'autodétermination politique, cette autodétermination a été confisquée, puisque les véritables supports qui pouvaient permettre son expansion lui ont été supprimés, c'est-à-dire les libertés démocratiques. La liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de manifestation et le respect des droits de l'homme. La troisième partie, c'est
le programme minimum, la définition de ce que nous entendons par démocratie. Et là, nous voulons non seulement faire œuvre utile en Algérie, mais ailleurs. On a souvent dit que les sociétés du tiers-monde, et l'islam en particulier, considèrent que la démocratie est un luxe pour les pays développés. Nous considérons que la vérité est dans l'inversion de cette formule. Le luxe, la dictature peut être un luxe pour les pays développés, parce qu'ils ont déjà des structures économiques. On a vu ce que la furie hitlérienne et mussolinienne ont provoqué en Europe. Eh bien, malgré ces destructions, ces pays ont pu se reconstruire parce que derrière eux, ils ont un champ historique très profond, ils ont un développement économique. Tandis que nous, pour nous, le préalable du développement économique, c'est le développement politique. Voilà un peu la démarche que nous avons. Nous ne nous présentons pas en équipe gouvernementale, nous ne nous présentons pas en équipe de rechange. Nous savons que notre société est à un stade presque élémentaire, avec les ravages qu'a causé le système bureaucratique dans la société, c'est-à-dire la dépolitisation et la démobilisation. Notre travail, c'est de remobiliser, c'est de participer à la dynamique de conscientisation de notre société. Nous voulons provoquer un éveil dans la société algérienne. Nous voulons nous adresser aux intelligences et aux consciences des Algériens. Et pour nous, ce n'est qu'un début. Nous espérons que tous ceux qui ont compté qui comptent dans la société algérienne interviennent dans notre sens. Voilà très succinctement ce que je tenais à vous dire en matière d'introduction et surtout pour vérifier le micro. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole et de nous poser des questions. Je voudrais savoir, au-delà de cette déclaration, quelle forme d'action vous entendez mener, commune, bien sûr. D'abord, et ensuite, dans quelle mesure vous voulez vous ouvrir aux autres personnalités de l'opposition, je pense par exemple à M. Boulia, aux autres forces d'opposition, qui sont en Algérie, par exemple du mouvement qu'on dit islamiste. L'appel que nous lançons, évidemment, n'est pas exclusif de deux personnalités. C'est un début. Dans cet appel, nous souhaitons que les forces vives du pays, d'autres personnalités représentatives, se joignent à nous. Nous verrons par la suite quelle forme, n'est-ce pas, quel cadre donner à cela. Nous ne préjugeons pas de la forme future, mais notre appel est un cri surgit au profond de nous, et nous pensons au profond de notre peuple, de son génie, devant une situation dangereuse. L'Algérie vit un drame. Cette situation peut prendre n'importe quelle forme. Des hommes sont dans le maquis en Algérie. Des hommes sont dans le maquis. Des morts, des blessés. Il y a eu des morts, des blessés lors d'affrontements entre ces forces et les forces gouvernementales. La Kabylie est en effervescence. D'autres régions de l'Algérie manifestent, écrivent, les gens écrivent sur les murs, hurlent leur révolte devant la situation catastrophique que vit notre peuple. C'est donc face à cette situation, à ce drame, à une situation bloquée, dangereuse, que nous avons décidé de parler de nouveau. Je voudrais rappeler que nous avons fait la même chose la veille du 1er novembre 1954. Nous nous sommes trouvés ensemble. Nous vivons, j'ai personnellement le sentiment profond que nous vivons une situation similaire à celle du 1er novembre 1954. Elle est différente. Mais il y a une forme de colonialisme qui s'est établie en Algérie.
sous d'autres oripeaux, d'autres formes, mais une forme de colonialisme qui a bloqué la situation, qui a créé une situation dangereuse face à cela. Donc c'est un cri qui surgit du plus profond de nous et du peuple algérien que nous lançons. Nous pensons que d'autres forces se joindront à nous et que nous déciderions à ce moment-là, de la forme, du cadre à donner à cette protestation, à cette action. Nous sommes certains que d'autres forces vives de la nation vont se joindre à nous. Nous avons eu des contacts déjà et nous avons eu des réponses positives. On peut savoir avec qui? Avec toutes les tendances qui acceptent le pluralisme, le jeu de la démocratie, la démocratisation de la vie publique en Algérie, avec toutes, sans exception. C'est un programme minimum. Nous pouvons ne pas être d'accord sur l'avenir de l'Algérie. Chacun a sa vision de l'avenir après de l'Algérie, mais dans un cadre démocratique, à condition que chacun accepte le jeu de la démocratie, le pluralisme, la diversité des démarches, le respect des droits fondamentaux, toutes les libertés de réunion, d'expression, de pensée. Oui, je voudrais compléter la déclaration de Ahmed en disant que nous n'avons d'exclusive à l'égard de personne. Nous ferons appel à toutes les personnalités, à tous les mouvements, y compris aux communistes. Même si, dans le programme des communistes figurait la dictature du prolétariat, ce qui serait pour nous quand même un danger, parce que une alternative que nous proposons aujourd'hui n'est pas du tout une alternative provisoire. Nous espérons que ce pluralisme-là, cette forme de pouvoir minimum sera respectée. Donc même si ils sont pour le parti unique, il appartiendra au peuple algérien de s'exprimer. Dans un contexte de libre expression, ils assumeront leurs responsabilités. Mais nous ne voulons pas, nous ne manquerons pas de dénoncer leur complicité vis-à-vis du régime actuel, comme celle qu'ils ont eue vis-à-vis du régime passé. Jouer le pourrissement de l'Algérie, ce ne serait pas un comportement de citoyen, ce ne serait pas un comportement d'homme libre. Je citerai le cas malheureusement de nombreux communistes qui sont des mouchards de la police. Et cela parce que les dirigeants n'ont pas assumé leurs responsabilités, ils ont voulu jouer la facilité, l'intégration dans cet énorme appareil bureaucratique avec des intentions peut-être de subversion future. Nous ne disions pas de subversion, nous ne sommes pas des putschistes, nous sommes pour une stratégie de remobilisation de l'opinion publique et c'est dans ce sens que nous agirons. Vous savez que l'islam actuellement, à tort ou à raison, a une image plutôt négative, surtout notamment dans les pays occidentaux. Qu'est-ce qui, dans la situation de l'Algérie et dans votre projet, pourrait laisser penser que le Maghreb pourrait être le lieu d'un islam plus ouvert et plus tolérant? Deuxième partie de la question, la revendication culturelle berbère recoupe la revendication islamique sur le terrain de l'identité. Comment voyez-vous l'identité culturelle du Maghreb et comment y insérez-vous la réponse à la revendication culturelle berbère? C'est une question de circonstance, je sais qu'elle préoccupe beaucoup de gens. L'islam, n'est-ce pas? Voilà, quand on parle d'islam, c'est... Bon, l'islam, c'est vrai, dès qu'on prononce ce nom, il faut le dire, il y a un passé, n'est-ce pas? Il y a un passé, non, parfois de confrontation avec l'Occident, tout le monde sait cela. Malheureusement, ce passé a un peu imprégné les mentalités, que ce soit à gauche ou à droite. Vous savez, on parle d'islam, il faut dire, c'est plutôt mal reçu.
et on exhibe un échantillon, tel échantillon, n'est-ce pas? L'islam est le noyau de notre identité. Il est l'élément le plus important de notre identité. L'islam n'a jamais refusé les autres dimensions. Bien entendu, la dimension berbère. La langue berbère existe depuis avant l'islam et depuis l'islam elle existe, elle est parlée encore. Comme d'ailleurs d'autres langues de minorité. L'islam s'est très très bien accommodé de la dimension berbère. Pourquoi vouloir opposer la dimension berbère à l'islam? C'est une invention encore, c'est une vue de l'esprit qui est malheureusement affectée par ces mentalités cette mentalité, ce rejet qui existe et qui vis-à-vis de l'islam et qui a affecté, qui a imprégné des mentalités. L'islam n'est pas contradictoire avec la dimension berbère, au contraire, il la nourrit. Il la nourrit. Je dirais plus, l'arabité n'est pas contradictoire. La dimension berbère n'est pas une amputation, c'est un enrichissement. C'est une dimension supplémentaire, c'est un enrichissement. Voilà comment nous concevons donc. Mais la démarche de l'islam aussi a des sensibilités. L'islam est varié. Les courants islamiques sont variés. Ils se recoupent sur une idée fondamentale. L'islam, mais leur démarche est variée. En Afrique du Nord, nécessairement, la démarche islamique sera différente. Mais je dirais que les problèmes de projet de l'islam, etc., il ne s'agit pas de cela chez nous. Il s'agit d'un programme provisoire. Nous pouvons avoir des démarches différentes plus tard concernant cela. Mais cela, nous le laissons au peuple algérien. C'est lui qui sanctionnera dans un cadre démocratique, dans un cadre pluraliste. Il sanctionnera les choix. C'est ça la démocratie, après tout. C'est la variété des points de vue, c'est la variété des approches de la vérité, c'est la variété des courants, des expressions politiques. Nous sommes tout à fait d'accord que nous sommes différents. Nous allons nous unir, oui, le frère Hussein l'a dit, nous allons nous unir à des marxistes. Les marxistes, il n'y a pas que les communistes, il y a des trotskistes, il y a d'autres. Nous nous unirons à eux dès l'instant où ils accepteront le postulat de la démocratisation de la vie publique, le pluralisme, le respect des libertés fondamentales. Nous nous associerons aussi à des courants islamiques s'ils acceptent cela. C'est un préalable. Nous nous unirons à personne, à qui que ce soit, s'ils n'acceptent pas préalablement le jeu de la démocratie, le jeu du respect des libertés fondamentales. Voilà ma réponse, donc peut être plus longue, je ne veux pas m'étendre davantage. Il n'y a pas le mot islam dans cette proclamation. C'est pour nous un non-dit important. Nous ne voulons pas faire comme la plupart des hommes politiques dans les pays d'islam, exploiter l'islam comme une idéologie. L'islam, ce sont des grandes valeurs sociales et individuelles. Ce qui se passe dans le monde musulman est attristant. Une population qui atteint des centaines de millions, des richesses, une position géostratégique de toute importance. Et nous avons des parasites, des saboteurs là. Malheureusement, les pays musulmans, le monde islamique donne le spectacle de dégradation à tous les niveaux. Quelles que soient les professions de foi des hommes au pouvoir, au nom de l'islam, on sait ce qui se passe. C'est le règne de la dictature, c'est la violence, c'est des comportements politiques qui sont tout à fait contraires à l'esprit
de l'islam. Et nous disons, nous ne voulons pas jouer ce jeu. Nous disons que l'islam peut être une dimension universelle de civilisation. Il peut jouer un immense rôle dans le tiers-monde pour la définition du non-alignement, mais d'un non-alignement fondé sur l'intégralisme des droits de l'homme, l'indissociabilité des droits économiques, des droits politiques, des droits civils. Et notre démarche va à l'encontre des démarches traditionnelles. Voilà un programme minimum qui veut donner une règle du jeu, qui dessine les contours d'un pouvoir politique. Or, jusqu'à maintenant, le grand problème de l'islam, c'est sa relation vis-à-vis du pouvoir politique. Je veux dire, le grand problème des gouvernements islamiques, pas de l'islam, c'est la relation avec le pouvoir politique. Nous pensons que sur cette plateforme, le pluralisme politique, la liberté de conscience, la tolérance, l'ouverture, la modernisation de l'État, l'islam peut être un facteur de paix et de sécurité internationale. Et nous espérons que l'Algérie, qui a eu des résonances très profondes dans le monde musulman, va ressusciter par un exemple, par le retour à l'initiative individuelle, par le réveil des consciences, va être une véritable force de progrès et de fraternité dans le monde. Pourquoi avez-vous choisi Londres pour lancer votre appel? Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre vos activités ici? Et le front que vous créez aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes les deux seules personnalités à en faire partie. Nous avons déjà répondu à cette question. Nous avons dit que nous lançons un appel pour que d'autres personnalités nous rejoignent. Que nous avons le ferme espoir qu'elles vont nous rejoindre. Nous avons eu des contacts. Le choix de Londres est bien tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de lieux dans le monde où nous pouvons tenir une conférence de ce genre-là. Notre ami, on a dit un mot aussi dans l'ouverture de cette conférence. Nous sommes venus à Londres parce que c'est un des rares lieux où les voix d'hommes libres peuvent s'élever, peuvent parler, tout simplement. Monsieur, en ce qui concerne le front, chaque chose en son temps. Il y a des étapes historiques pour tout. La première étape historique, c'est la conscientisation, c'est la naissance et l'organisation des mouvements politiques, c'est l'implantation de nos propres mouvements. Après quoi, les formes d'organisation, que ce soit le front, que ce soit l'alliance, que ce soit la dénomination, importe peu. Mais nous sommes conscients que d'ores et déjà, nous devons trouver les voies et moyens pour unir nos efforts sur le terrain. Pourquoi Londres? Parce que l'Angleterre, c'est le pays qui a donné l'exemple du respect du principe démocratique. Et parce qu'il y a très peu de capitales où les Algériens démocrates peuvent s'exprimer. Et là, nous tenons à dire que nous ne demandons pas à l'opinion internationale d'être compatissante à notre égard, d'être indulgente à notre égard. Nous les rendons témoins aujourd'hui. Nous leur demandons de nous redresser si jamais nous sortons de cette ligne. Mais de grâce, qu'ils ne se taisent pas sur l'Algérie sous prétexte que l'Algérie était la révolution. Nous sommes ici en tant qu'historiques. La preuve que nous nous mettons au service de la démocratie. Nous ne voulons pas de privilèges pour nous-mêmes. Nous sommes des citoyens, nous voulons, comme l'a dit tout à l'heure Ahmed, un autre 1er novembre. C'est-à-dire redonner la parole au peuple algérien. Hier, il a pris cette parole par les armes, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, parce qu'il y avait la domination étrangère. Aujourd'hui, il la prend par la parole, il la prend par les initiatives. Oui, monsieur, je voudrais poser une question à monsieur Ahmed Ben Bella, Karim de Radio Beurre à Paris. Monsieur Ben Bella, l'état que vous dénoncez actuellement dans le système en Algérie
qu'elles soient politiques ou institutionnelles, ne sont-elles pas les gènes que vous avez vous-même créés, cautionnés et avalisés jusqu'au 19 juin 1965? N'était-il pas à l'époque temps, quand vous étiez président de la République, d'appliquer alors les réformes démocratiques que vous prenez maintenant? Et ma deuxième question, êtes-vous prêt à engager des pourparlers avec le FLN en vue d'une approche démocratique en Algérie? Voilà une question bien pertinente. Et elle est bien caractéristique de Radio Beurre. Je réponds. Effectivement, oui. Moi-même, j'ai assumé les responsabilités au lendemain de l'indépendance. Et j'étais le secrétaire d'un parti unique, qui était un front, pas un parti unique, un front où existaient des sensibilités différentes. Mais lors de ces 2 ans, il y avait des journaux, par exemple du Parti communiste, Alger républicain, qui paraissaient. Et alors qu'il y avait eu des problèmes qui s'étaient posés avec le FFS, notamment avec le FRAP, un accord était intervenu entre le régime qui reconnaissait, qui signait, qui désignait nommément le FFS. C'était déjà les prémices d'une certaine ouverture. Le régime n'était pas un régime crispé, le régime était un régime qui dialoguait. Mais c'est vrai que j'étais le secrétaire du front du FLN de l'époque, qui n'est pas le même FLN d'aujourd'hui. C'est la réponse que je vais donner tout à l'heure, quand je vais passer à la seconde question. Bon, c'était difficile, je dois dire, enfin, c'était difficile au lendemain de l'indépendance de dire le FLN, il faut le mettre au musée des antiquités et revenir à faire Abbas au Parti communiste, à l'association des éléments. C'était très difficile, je dois le dire. Et puis, je dois dire aussi, je croyais en ce parti d'avant-garde, etc. Depuis, il y a eu 20 ans chez nous, mais il y a eu 30 ans ailleurs. 2 partis uniques, chez nous, à Ankara, à Moscou, à Cuba, partout. Et sincèrement, personnellement, j'étais amené à voir, et je l'ai dit aussi, que le parti unique, c'est le mal unique. Je suis heureux que vous ayez posé cette question. Je suis très très heureux et je réponds tout aussi sincèrement, tout aussi simplement. La seconde question, est-ce que vous êtes prêts à une discussion démocratique vis-à-vis du FLN, ce qui veut dire, je pense, le FLN qui est au pouvoir aujourd'hui. Je dis sincèrement oui. Si réellement ce régime veut discuter d'une ouverture, veut s'oxygéner, veut chercher une autre approche des problèmes puisqu'il y a un blocage, et qu'il accepte le pluralisme, nous ne sommes pas les partisans de la solution, de la plus pire. Nous ne sommes pas des activistes de ce qu'il y a, des solutions les plus définitives, etc. Nous serions très, très heureux d'entendre une voix se prononcer, autorisée là-bas, disons que, eh bien, on veut bien discuter de cette question. Nous discuterons de cela, nous sommes prêts. Nous sommes prêts de discuter de cela, mais je vous dirai, nous ne discuterons pas à l'intérieur, nous leur demanderons de venir à l'extérieur. Brother Bandela, I had a question for you. I want to know how much sympathy do you expect from international organizations such as the United Nations and the Non-Aligned Movement? And also, how do you feel is the attitude of the present French government towards what you have described of the aspirations of the Algerian people? Well, I think our first aim is to address to our people, to our youth, so that we can begin a new process of conscientization and sensibilization. We want to contribute to the remobilization of our people in order to restore democratic liberties. We expect, we have no project
to appeal to United Nations organization, to international organization. The situation is not there. We hope that the problem will be solved between Algerians. Now, concerning the position of the French government, of course, we would like to have more opportunities in France to act as democrat and to try to strengthen the democratic currents existing in Algeria and among the big Algerian immigration in France. And you know that in France, that the immigration in France has always played an important role in the independentist movement. So we hope that the French people and government who are quick to support the Latin American movements for democracy will not consider Algeria or any other country of the Maghreb as not mature to exercise their right of self-determination. Peux-je vous poser ma question en espagnol, s'il vous plaît? Sí, sí. Habla usted. Perfecto. De Radio Nacional de España, Carlos Riera. Quisiera preguntarle cómo contemplan ustedes sus relaciones con el Polisario, con países tan distintos del Magreb como Marruecos, Libia y con España. Notre ami pose le problème du Polisario et de nos rapports. Quelle est notre attitude vis-à-vis du Polisario? Je donne mon point de vue. Possible peut-être qu'après rectifier ou corriger. Mais c'est mon point de vue. Point de vue, c'est ceci. Nous pensons qu'il y a une guerre en Algérie. Il y a une guerre. On l'appelle de la façon que l'on veut, mais depuis 10 ans, il y a une guerre dans le Sahara. Nous sommes contre la guerre. Nous sommes contre la guerre au Sahara. Nous estimons quelles sont les raisons qui ont conduit à cette guerre, etc. Il serait très long de s'y arrêter. Mais notre problème fondamental, c'est ceci. Nous sommes pour l'arrêt de la guerre. Mais il ne suffit pas de dire nous sommes pour l'arrêt de la guerre pour que cette guerre s'arrête, n'est-ce pas? Il faut un peu avancer des solutions. Ce n'est pas des solutions définitives personnellement que j'avance, mais je pense qu'il faut sortir du jeu politique actuel qui a conduit à cette impasse à la guerre. Il faut que le Maghreb s'unisse. Il faut que le Maghreb trouve une solution. Fédération, confédération, le Maghreb doit s'unir. Il doit faire comme l'Europe. Il doit faire comme ce qu'on fait un peu partout dans le monde. L'Amérique du Sud. Partout, les petites entités n'ont pas d'avenir. Nous devons, et nous avons beaucoup plus de raisons, je dois dire, que l'Amérique du Sud ou que l'Europe à nous unir. Nous avons plus de raisons. Tout nous unit, tout. Le Maghreb existe dans les consciences des Maghrébins. Il n'existe pas dans les consciences des équipes dirigeantes, c'est tout. Mais les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Mauritaniens, les gens du Polisario, la Libye, les Tunisiens, dans les consciences, il existe ce Maghreb. Il se fera. Nous souhaitons que une solution intervienne qui arrête la guerre, mais en dépassant les petits problèmes de frontières, les petits problèmes et de créer un cadre nouveau politique, qui serait par exemple une confédération qui réunirait la Libye, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, le Polisario et le Maroc. Je vais plus loin, je ne suis pas un homme prudent, hein. Je vais dire des choses peut-être que... Nous souhaitons, nous pensons qu'en tant qu'Algériens, nous n'avons pas le droit de jouer le démembrement du Maroc. Ce n'est pas notre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de l'Algérie à jouer le démembrement. Nous nous souhaiterions. Mais, évidemment, il faudra discuter, il faudrait que les partenaires, les acteurs discutent. Et nous pensons que le Maroc a
une profondeur historique qui est réelle. Tous les dirigeants du Maroc sont venus de Sidi El Hamra, tous, les Almohades, les Almoravides, les Almohades, les Morabitoun, les Mouahidoun, les Saadiens, les Alaouites, tous les gouvernements. Le pouvoir politique s'est toujours situé dans le Sahara. Le problème du Sahara n'est pas le problème de Hassan II, c'est le problème d'un peuple, d'une histoire dont il faut tenir compte. Ce que nous souhaiterions, pour notre part, pour ma part, c'est qu'il y ait peut-être une fédération qui regrouperait le Maroc, ce qui est actuellement le Maroc, avec la région que revendique le Polisario, et peut-être dans un temps plus éloigné, la Mauritanie. Ça fait un ensemble naturel, il faut le dire. Vous savez, on a voulu nous créer la Mauritanie, en Algérie. On a fait 3 ans de guerre pour qu'il n'y ait pas une république de Sahara. Rappelez-vous avec Hamza Boubacar. La guerre chez nous a duré 3 ans pour qu'il n'y ait pas une république, une Mauritanie algérienne. Alors pourquoi nous serions pour le démembrement du Maroc, pour le système? Elle existe, la Mauritanie, elle est une réalité, comme le Polisario existe aussi. Il faut discuter, mais nous voulons dépasser ces problèmes par une autre solution. Il faut que les passeports disparaissent, il faut que les frontières disparaissent. Il faut qu'il y ait une libre circulation des biens et des personnes. Voilà ce que veut notre peuple. L'unité du Maghreb existe chez les Maghrébins, tous les Maghrébins. C'est les équipes des dirigeants qui n'ont pas trouvé, par leurs approches de ce problème, on crée un blocage dangereux. C'est la guerre depuis 10 ans. Il faut que cette guerre se termine. Voilà mon point de vue personnel. Je propose quelques thèmes de réflexion. On n'a pas de solution miracle pour ce problème. Comme l'a dit le frère Ahmed, nous sommes contre la guerre. La guerre, ce serait un génocide spirituel. C'est déjà assez qu'il y ait cette guerre honteuse, en tout cas honteuse en Algérie, puisque nous avons des morts, on n'en parle jamais. Donc éviter la guerre à tout prix, ce serait insulter l'avenir. Deuxième thème de réflexion, souvent on entend dire nous sommes l'Orient, nous ne voulons pas de l'Occident. Nous prenons à l'Occident tout ce qu'il y a de néfaste. Et notamment la notion de l'État-nation, centralisateur et bouffeur de valeurs culturelles. Si nos États étaient organisés comme en espagnol, sur la base de las transferencias, sur la base de la décentralisation, peut-être que d'une manière ou d'une autre, on pourrait trouver une formule. Donc c'est dans le dépassement, comme l'a dit Ahmed, de ces problèmes. Il y a un proverbe arabe qui dit « Kam min umar hullet bitarkiha ». C'est un problème qu'il faut laisser de côté. Mais faisons le Maghreb tout de suite, posons les problèmes. Alors que la communauté européenne est en train de se faire, avec l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ça nous pose des problèmes très importants. Nos économies ne peuvent être viables qu'à l'échelle maghrébine. De plus, il faut en finir avec le nationalisme qui n'est pas de notre tradition, le nationalisme à l'européenne. Et c'est là aussi que on nous renvoie à l'islam, qui ne connaît pas ce type d'idéologie très étroite et qui évidemment donne l'importance à l'humanité qui recoupe ces territoires. Le troisième point, c'est d'organiser toutes les zones frontalières, qu'elles soient objets de litige ou pas, comme des bases de coopération et de développement communes. Pourquoi ne pas laisser tous les Touaregs, pourquoi ne pas laisser les Erguibats vivre comme ils ont toujours vécu dans le Maghreb, fiers, heureux de leur civilisation qui est une civilisation nomade? Pourquoi s'attacher à les sédentariser, à les couper de leurs racines, qui est précisément de n'avoir d'autres racines que leur orgueil, et leur permettre de voyager au Maghreb là où ils veulent et sans passeport? Là je rejoins tout à fait son point de vue. Je considère
qu'on a perdu trop d'argent, trop de temps. Nous sommes manipulés par les superpuissances. Nous devons faire du Maghreb, au seuil de l'Afrique et proche de l'Europe, un foyer de développement qui serait le bienvenu dans un monde, dans un tiers-monde où il n'y a que des foyers de tension et de désintégration économique. Je voudrais terminer, je m'excuse, parce que je n'ai pas répondu à la question de l'Espagne, n'est-ce pas? Je vais donner une image avant ça, si vous voulez. Hein. Elle est amusante, mais elle exprime bien une situation. Voyez, nous sommes en état de guerre. L'Algérie, c'est une Algérie, soi-disant, démocratique, populaire, etc., etc. Bon. Mais où va notre pétrole? Nous sommes anti-impérialistes, etc. Où va notre pétrole? D'abord à l'Amérique. Bon. Le régime au Maroc, soi-disant, ou peut-être, il est actionnaire, mais où va le phosphate du Maroc? Le fameux contrat du siècle. Il va à l'URSS. Laquelle URSS donne des MiG à l'Algérie. Nous donnons le pétrole aux Américains qui donnent le F1 ou je ne sais pas au Maroc. Résultat, les Russes prennent le phosphate, les Américains prennent le pétrole, nous prenons les F, etc. Nous allons nous amuser dans le sud, comme les petits enfants auxquels on donne des chemins de fer. Ils le cassent, puis après, ils donnent nous le F5. Et eux, je ne sais pas, le MiG 6 ou je ne sais pas, 25. Voilà la situation. La situation. Bon, maintenant, l'Espagne, parce qu'il y a un problème. L'Espagne est un problème particulier pour les Arabes, en raison d'un grand champ historique. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent aux Espagnols. Pour nous, nous pensons que quels que soient les régimes qui sont en Espagne, même du temps de Franco, je dirais, l'Espagne pour les Arabes est un cas particulier. Il ne peut y avoir que des rapports fraternels avec l'Espagne. Constamment, c'est une constante. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un régime, quel qu'il soit, ne puisse pas rechercher des rapports fraternels avec l'Espagne. L'Espagne est entrée dans l'Union européenne, nous la félicitons de cela, nous voulons faire le Maghreb. Mais nous pensons que par certains côtés, l'Espagne aussi est un pays du Sud, comme le Portugal. Ils ont une culture, ils ont une histoire que n'ont pas d'autres pays occidentaux. Et que ce sont des pays charnières, dans ce dialogue nord-sud, etc., qui est un monologue, il faut le dire, qui n'a pas réussi, qui a échoué, etc. L'Espagne et le Portugal peuvent jouer, surtout s'ils s'unissaient. Nous serions heureux que l'Espagne et le Portugal puissent se rapprocher, puissent constituer une entité qu'ils définiront eux-mêmes. Mais nous pensons qu'ils sont mieux placés que beaucoup d'autres pour nous comprendre, pour dialoguer avec nous. Mais de toute façon, les rapports avec l'Espagne doivent être toujours des rapports fraternels. J'ajouterai à propos de l'Espagne qu'il nous offre un exemple très significatif. On nous dit souvent, passer du parti unique en Algérie à une multipartisme, c'est l'explosion. Reconnaître la langue berbère alors que nous avons du mal avec la langue arabe, c'est un problème. C'est la division du pays. Nous avons assisté au fait que l'Espagne est passée de 40 ans de dictature à la démocratie. L'Espagne est là. Ce n'est pas l'apocalypse. Bien plus, on assiste à une telle effervescence culturelle, à la naissance de journaux. C'est vraiment une libération de toutes les énergies de la société. Et puis, on reconnaît la langue catalane. On reconnaît la langue catalane précisément, où les Catalans ont su agir d'une manière pacifique. Ils ont une stratégie populaire. C'est toute la population qui a imposé. Tandis que dans d'autres régions, c'est une démarche élitaire qui passe de la démarche intellectuelle au terrorisme. Mais le fait est que l'Espagne donne l'exemple du respect de la différence, du pluralisme politique, du pluralisme linguistique, et ça ne fait qu'enrichir l'Espagne. Pour nous, c'est très important. Et sur cette base-là, l'une des perspectives que nous allons approfondir, c'est la création d'une entité de la Méditerranée occidentale. Et pourquoi pas de toute la Méditerranée, mais d'abord de la Méditerranée occidentale, mais sur des bases idéologiques, n'est-ce pas, avec une âme, la démocratie, avec
une vertèbre avec un axe central qui est la force économique et les potentialités économiques dont nous disposons pour la coopération. وكالة الجماهيرية لندن. أولا أحيي الأحرار الذين ناضلوا ضد الاستعمار الفرنسي من أجل أن تكون الجزائر حرة، ومن أجل أن تكون الجزائر عربية، ومن أجل أن تكون الجزائر قوة فعالة إلى جانب قضايانا العربية. سؤالي يتكون من 3 أجزاء. أولا، بماذا يفسر قيام هذه الجبهة بتشكيلتها المختلفة؟ ثم أود أن أعرف منذ ماذا بدأت بالتحديد الانتكاسة في الثورة الجزائرية؟ ثالثا، هل يعني اختيار لندن مكانا ليحتضن إعلان قيام هذه الجبهة بأن هناك دعما بريطانيا لهذه الجبهة؟ وشكرا. Est-ce qu'il y a un traducteur de l'arabe? Non, pas traducteur. L'arabe? Alors je suis bien obligé de répondre en arabe aux frères quand même. Mais en français, quand il n'y a pas de traducteur. Il a posé la question en arabe, c'est bien. أولا يا أخي مسألة الجبهة احنا تكلمنا عن هذا الموضوع يعني وفسرنا الأسباب التي أدت إلى تكوين هذا مش الجبهة، هذه المبادرة التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين جبهة أو اسم آخر يعني ممكن. المهم هو أن هذا العمل بالضرورة يؤدي إلى تكوين إطار للعمل المشترك. الاسم الذي سيأخذه فهذا سيطرح للنقاش ويوقع اتفاق عليه. هذا السؤال، هذا الجواب للنقطة الأولى في السؤال. النقطة الثانية الانحدار للثورة الجزائرية. الحقيقة الانحدار وقع منذ زمان وربما حتى ثلث حرب التحرير. بعض الانزلاقات بعض الأعمال التي تمس جوهر الثورة في صميم ظهرت على السطح وعملت عملها، لكن الثورة بما أنها ثورة كانت ثورة لها جذور قوية استطاعت أن تستمر وأن تنجح. النقطة الثالثة وهي هل وجود هذا الاجتماع في لندن هذا يعني بأن فيه تأييد من طرف الحكومة الإنجليزية؟ هذا الجواب لا يعني بأن فيه تأييد للحكومة البريطانية لهذا العمل. وأضيف شيء آخر، احنا لا نطلب تأييد من أي حكومة، احنا نطلب تأييد من الهيئات، الشخصيات، المنظمات الديمقراطية. لكن وجودنا هنا لأن في لندن تتوفر الشروط الموضوعية لعقد مؤتمر صحفي مثل هذا. احنا نعيش واحنا لاجئين في الدول العربية، في عند ابن العم يعني. ما فيش بقعة اللي ممكن احنا نمشي يعني ممكن يعني نكون لاجئ. احنا مضطهدين واحنا في حالة نتاع ملاحقة وبكل البوليس، بكل وسائل الجهنمية نتاع البوليس يعني عندنا في الصحة. واحنا في نفس الوقت في الغرب، وانا اتكلم علي شخصيا، انا غير مرغوب فيه في الغرب والله، لكن نختار ما بين هذه وهذا. ولهذا احنا ما عندناش تأييد، ما فيش تأييد انجليزي، فيه تأييد معنوي لأن في هذا البلاد متوفرة شروط موضوعية لأي عمل ديمقراطي، لأي كلمة حرة تطلع على السطح وترفع صوتها ضد
الطغيان، ضد الفاشية، ضد الأعمال هذه اللي احنا نشاهدها في الساحة عندنا. والسلام. أشكر الأخ على سؤاله. أنا أعتقد فيما يخص الثورة الجزائرية امتازت وانتصرت بشيء بفضل التنظيم الذاتي والتجنيد الذاتي متاع المجتمع أمام القوات الاستعمارية الجبارة. جميع الجزائريين والجزائريات أخذوا مسؤوليتهم ومارسوا الديمقراطية في الكفاح. هذا التجنيد الذاتي وهذا التنظيم الذاتي اللي تعلموه الجزائريين في الكفاح كان حقيقة معجزة، بقدر ما الانهزام في قضية فلسطين أطاح بمعنويات الشعوب العربية، بقدر ما الكفاح الجزائري استرجع الأمان وأثار الأمان وأرفع المعنويات. ولكن مع الأسف التنظيم الذاتي، الشكل اللي أخذته الثورة، التنظيم الذاتي والتجنيد الجماهير ما استمرش. وطبعا تحليل الثورة معقد جدا لأن هناك عوامل عديدة. باختصار يمكن لي أن نقول أن في عهد الحرب التحريرية هناك هياكل الإدارات، هياكل بوادر البيروقراطية المدنية والعسكرية، وهذه البيروقراطية شبه البيروقراطية اللي لعبت دور الحاسم حتى تكون أزمة في الجزائر وتحل محلها وتخلق البيروقراطية وتستولى على الحكم في الجزائر. فيما يخص قضية الجبهة قلت بأن لكل مرحلة تاريخية أهدافها. أهدافنا الآن هو التوعية والتجنيد ودفع جميع الجهود سوف تأخذ شكل التوحيد اللي يتقرر في المرحلة هذه. وعلى كل حال احنا ما نكتفيش بهذا الإعلان. هذا الإعلان بداية ولا نهاية، بداية عمل مشترك من شأنه أن يدفع الشعب الجزائري باش يتجند من جديد. خالد حسين من السودان. أولا أود أن أقول إني في بداية هذا اللقاء أصبت بشيء من الدهشة هو أقرب للفجيعة. والسبب الأساسي في ذلك أن الميثاق الأول، الأطروحة التي طرحها الأحمدين آية أحمد وأحمد دنبلة في الفصل السادس تقول: ترسيم الحق في التعليم والتوعية وتفتح شخصية اللغة والثقافة الوطنية البربرية والعربية. ودهشت أن هاتين اللغتين لم يتخاطب فيهما أحدهما ولم يكن لهما دور حتى في الترجمة. وحين وقف الأخ العربي هنا يسأل بالعربية سمعت المترجم يقول We don't have Arabic translation. ثم ذهب أحد الإخوة بعد ذلك ومسك أخذ الميكروفون وصار يترجم حديثكما بالعربية إلى الإنجليزية. فظننت في نفسي أن هذا المؤتمر، هذا الإعلان موجه إلى الرأي العام العالمي وليس إلى المواطنين الجزائريين أو إلى السودانيين. وأنا في تساؤل هذا أمثل جيلا كاملا من السودانيين الذين شبوا في أتون الثورة الجزائرية، كانت بالنسبة لهم تمثل
رمزا رائدا، وتغنى السودانيون في ذلك الوقت على اختلاف مشاربهم وأيديولوجياتهم واتجاهاتهم بقصيدة شاعرنا المشهورة التي وصف فيها الجزائر بأنها كالمنائر وأنها أرض الحقيقة. سؤالي بالتحديد لأحمدين، لكن لأحمد بن بلة الذي صار ينطق بالفرنسية ابن بلة وسارت عليه، لأنه في ذلك الوقت كان الرمز الحقيقي للثورة الجزائرية، حتى وصفه شاعرنا أيضا، وصف الجزائر بأنها أرض بن بلة، أرض بن بلة يا حقيقة. لكن ظني هذا من حديث المناصف الأستاذ أحمد أحمد زاد من دهشتي، لأنه قال هذا الإعلان to address our people. أنا أريد أن أشرح لي who are his people. إذا كان his people الجزائريين وهم يفترض أنهم يتحدثون الفرنسية فلا داعي لأن يتحدث العربية أو البربرية، فهذا يعني أنه استثنى العرب الآخرين من هذا لأنهم لا يتحدثون الفرنسية. بعدين لا يمكن أن يكون الإنسان عايز مدافع، يريد المدافع عن الشخصية الفرنسية ويهمل اللغة إطلاقا. لكن السؤال الأخير تحدث الأستاذين برضو سألهم واحد سؤال عن مسؤوليتهم الشخصية في ما حدث في مسار الثورة الفرنسية، ولم تكن الإجابة سؤال أطرح السؤال يا أخ. طرحت سؤالي يا أخ، ما تعمل لنا محاضرة. سؤال معلش تريد مين انا اجاوبك يعني؟ نعم. اولا في مثلا انا معذره ما كنتش عارف كيف يعني المؤتمر تنظم فيما يخص الترجمه للغه العربيه. انا اسف لان ما فيش ترجمه كذلك للغه العربيه في نفس الوقت اللي موجود في يعني ترجمه للغه الانجليزيه او الفرنسيه او شيء. هذا من ناحيه يعني مساله تنظيميه نتاع المؤتمر. انا مش مطلع. انا كان في بالي وانا هذا السؤال سالت هل اللغه العربيه مترجمه او لا؟ هذا الجو الاول يعني ربما في عجز فني انا متاسف عليه على كل حال. مثال يعني خليني ما تميتش يعني السبب الاساسي اللي يعني احنا نتكلم بالانجليزيه وبالفرنسيه، وهي احنا نتكلم في لغه في عاصمه اوروبيه اللي فيها اغلب يعني الاشخاص اللي تحضر المؤتمر اجنبيه لا تفهم اللغه العربيه. فهذا السبب الاول. احنا في لندن والله يا اخي ادينا اللي الخرطوم نتكلم لغه عربيه. والله نمشي الخرطوم معك والله هل يدونا فرصه؟ احنا نرحب بالثوره السودانيه والله يا اخي. احنا نرحب واحنا نتمنى شعبنا ان يقتدي بهذه الثوره المباركه اللي غيرت يعني جذريا الوضع المتعفن اللي كان موجود. واحنا نتمنى شعبنا يسلك هذا المسلك بالذات. لكن لا تشككونا في عروضنا. انا عربي يا اخي. انا عربي 1000 مرة ومليون مرة وسأبقى عربي. لكن هذا في القلب، هذا مش يعني مثلا انت مضارب. اما والله احنا تغنينا كثير باللغة العربية وقتلناها والله. وتغنينا كثير باللغة بالوحدة العربية وقتلناها. انا مش من الناس اللي يتغنى باللغة. انا عربي في الصميم. I'd like to ask a question. ترجمة باللغة العربية موجودة يا أخي. أنا سمعت. نعم تفضل سيدي. خلوه يتكلم. خليه يتكلم يا أخي. Can I ask a question please? نعم. السؤال الثاني ما جبت عليه. السؤال الثاني ما فضلك إيه؟ اللي هي كانت ما هي مسؤوليتهم انتم الشخصية وهل نغتوها قيمتوها مسؤوليتهم الشخصية فيما حدث في مسار الثورة الفرنسية؟ الجزائرية؟ يعني احنا دورنا؟ دوركم في
Excuse me, please. سيدي احنا تكلمنا على هذا يعني وقلنا هذا يدينا نتكلم 8 ساعات على ان نفسر ايه الشوائب اللي اصابت مسار الثورة في وقت الثورة. الاخ حسين تكلم شوية عليها ولو باللغة الانجليزية، قال الحقيقة يعني من الاسباب وهي النزعة البيروقراطية اللي شابت يعني مسار الثورة في الناحية في الميدان العسكري وفي الميدان السياسي. من ضمن الاشياء الاساسية اللي اصابت الثورة وهي هذه بالذات. وحاجة اخرى بكل صراحة انا نقول لك احنا قضينا اكثر وقتنا مع الاخ حسين في السجن وقت الثورة، يعني مسافة الطائرة تاع 56 الى 62. انا ما نقولش مش حتى احنا عندنا مسؤولية في هذا، عندنا ربما مسؤولية فيها، لكن السبب الرئيسي هو البيروقراطية اللي طغت على مسار الثورة وشابتها باشياء خطيرة جدا. Excuse me, sir. I'd like to ask a question. I'm sorry to be aggressive, but I've been trying to ask for about 10 minutes now. I'm a representative of the Ethiopian People's Democratic Alliance, and I had the honor of hearing you speak before. We come from a country which is also run by a military dictatorship. And I was impressed and also sorry to hear you at the same time to say that you're not lobbying Western democratic countries to provide you with the necessary force that's required to change. Democracy has never come about by lobbying through political means, as far as I know. And if you're not asking the democratic countries to provide the kind of support that's required to make a change inside Algeria, how are you going to do it simply by lobbying? Because the mass media, which is controlled and censored in your own country as it is in Ethiopia, isn't likely to let the Algerian people hear what you're saying. And those of us who have become refugees already know exactly how painful it is not to have a country. So, are you saying this is the first step and the next will be aggression? Or are you just saying that it's necessary to build a political body before going into armed resistance and creating a democracy that Algeria deserves? You did it before. I don't see how you can believe today, just because it's your nationals who've created a dictatorship, it could be done any other way than through armed force. Well, thank you very much for your question. I have very closely followed developments in Ethiopia. I know the sufferings which the peoples of Ethiopia are enduring from this military dictatorship. I don't know if you personally are from Eritrea. I personally wrote many papers in the Swiss press in support of the Eritrean fight for self-determination and independence. We have followed how the great superpower have played for and engaged the Eritrean people. How first Russia was supporting, the Kurdian were training, the Eritrean militant movement, and then how they turned to support the central government. The strategic and political considerations have completely driven away the merit of the question. I mean the substance of the fight in the Eritrea. Now, of course, we are not deploying our strategy regarding our fighting. We had been lobbying during the war for independence. I know, and we know, that the support of international opinion, the support of other governments are indispensable. We knew that to be alone as against the
French military power, we would have less chance. And this question, of course, of support, we are taking it into account. And for the time being, we're just launching an appeal, and of course we'll try to see that in each country support is given to the democracy in Algeria. But this will not, of course, be a substitute to the fight inside Algeria, a peaceful fight for we consider that any violent activities will serve the power and will not make progress for our movement of democracy. I am from Agency of Foreign Press. This question is for Mr. Ben Bella. You are a great freedom fighter and you have been fighting for the freedom of your country. Do you support the struggle for Afghan freedom who are fighting with the Soviet Union to get their independence? La question se pose à moi, je vais donc répondre à cette question. Je crois que la réponse est déjà faite. Je suis descendu personnellement dans la rue à Paris pour manifester en faveur de l'Afghanistan. Je fais partie d'une commission des droits de l'homme islamique qui a toujours soutenu la lutte, la juste lutte du peuple afghan. Nous nous inclinons bien bas devant l'héroïsme de ce peuple. Nous sommes avec le peuple afghan. Nous savons ce qu'est le sens de la liberté. Nous avons lutté longtemps pour être libres. Nous avons payé un tribut, un prix exorbitant. Nous savons ce qu'est le sang. Longtemps, nous avons connu cela pour pouvoir être libres. Nous ne pouvons pas ne pas être aux côtés de tous ceux qui se battent pour la liberté. Et d'abord, en Afghanistan. J'ai personnellement participé à toutes les actions en faveur de la lutte du peuple afghan. Je m'incline devant le courage que développe ce peuple-là pour acquérir le droit de vivre libre. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une idée de l'impact de votre mouvement sur le peuple algérien? Je ne vais pas vous dire que tout le peuple algérien est derrière nous, affirmer que nous sommes les représentants légitimes de ce peuple, que donc tout le peuple est derrière nous. Je ne sais pas exactement, je réponds très franchement. Mais nous existons sur le terrain. Nous existons fortement, structurellement sur le terrain. Nous avons, je parle pour ce qui concerne le mouvement que je préside. Ce mouvement est présent en Algérie. Il existe de forts noyaux de ce mouvement en Algérie. Mais nous savons que nous répondons, en faisant cela, à un désir profond qui existe en notre peuple. Avant le 1er novembre, beaucoup de gens ne parlaient pas sur la révolution algérienne. Je vous assure, lorsque nous avons agi dans une situation de crise. Il y avait une crise, les principaux mouvements politiques qui existaient en Algérie traversaient une crise terrible qui se reflétait sur l'opinion publique chez nous. Notre peuple vivait cette crise, et notamment parce qu'il voyait le mouvement le plus conséquent, le MTLD, qui avant était le PPA, qui avant était l'Étoile nord-africaine. Ce mouvement déchiré, secoué par une crise dangereuse qui le divisait dangereusement, notamment la direction. C'est dans ces circonstances que nous avons agi. C'est dans une situation de crise. Nous ressentons la même chose. Nous savons que ce que nous disons est ressenti profondément dans le tréfonds des Algériens, même s'ils ne l'expriment pas très bien. Voilà ce que j'ai à répondre. Donc nous n'avons pas la prétention de dire nous représentons la majorité. C'est un processus. Nous sommes convaincus que cela va devenir une vague extraordinaire
et qu'elle défendra de l'Algérie et qu'elle la libérera de la tyrannie qui existe en Algérie. Je voudrais ajouter un mot là-dessus. Bien sûr, nous menons un combat démocratique. Je veux parler du Front des forces socialistes, dont je suis un des responsables. Mais nous nous sommes heurtés à des phénomènes de régression et d'évolution politique. La société ne répond pas, parce qu'elle est dépolitisée, parce qu'elle est fondamentalement désinformée. C'est le type de régime soviétique en sous-développé. Essayer d'éviter toute espèce de dialogue et d'activité politique au niveau de la société. Se contenter d'amuser et d'occuper les Algériens avec leurs couffins quotidiens, à chercher des produits qui manquent, de la semoule jusqu'aux pièces détachées. C'est ça la politique. Donc, les partis, quels qu'ils soient, agissent dans une société, ils n'agissent pas en laboratoire, ils n'agissent pas en dehors de l'espace et du temps. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que le mouvement n'a pas une assise véritablement nationale, une assise profonde. Il y a des centaines de militants admirables qui ont refusé de se soumettre au régime, qui sont restés dignes, qui ont refusé d'entrer dans le parti unique. Chassés de leur travail, ils continuent à être fidèles, mais c'est une réalité que cet énorme appareil bureaucratique avec ses moyens d'action a quand même dépolitisé et démobilisé notre pays. Alors tout dépendra, pour répondre à votre question, l'impact dépendra de la réponse à cet appel. Nous avons décidé de sortir de nos visions sectaires. Il ne s'agit pas d'être pour tel ou tel parti. Nous avons décidé de faire en sorte qu'il y ait des jets spectaculaires de nature à réveiller l'opinion et à faire prendre leurs responsabilités aux jeunes de notre pays. Oui, une question de l'agence OFR. Je voudrais savoir quelle sorte de réponse vous attendez de votre appel. Des manifestations en Algérie ou des déclarations publiques par des gens qui sont d'accord avec vous? Quelle sorte de réponse? Écoutez, nous ne prévoyons pas des réponses. Ce que simplement nous pouvons dire, parce que c'est notre conviction, est qu'il n'y ait pas de réponse violente. Ce que nous attendons de toutes les personnalités connues, c'est de prendre position comme l'ancien président du GPRA, Ben Khedda. Ben Khedda a fait une très bonne déclaration, très mesurée. Il est à l'intérieur du pays, mais que d'autres, comme lui, n'est-ce pas, prennent position au lieu, en public, au lieu d'accepter d'aller faire tapisserie dans le congrès ou le comité central du FLN. Nous attendons des jeunes qui s'organisent, des femmes qu'elles s'organisent sur la base de leurs revendications propres. Nous ne cherchons pas à embrigader les gens, nous voulons susciter des initiatives. À la suite de quoi, l'autre étape interviendra, où nous aurons évidemment, au fur et à mesure, avec les autres, en confrontation et en consultation avec les autres, trouver les formes d'union. Quelle sorte d'initiative? Des manifestations, pourquoi pas? Oui, parce qu'elles existent. Oui, elles existent en Kabylie depuis 3 ou 4 mois. Depuis 3 ou 4 mois, c'est presque un phénomène incessant. Et c'est vraiment miraculeux qu'il n'y ait pas eu de bavure, qu'il n'y ait pas eu d'actes terroristes. Malgré les provocations, malgré le fait que des forces colossales de CNS sont dans les villages, la Kabylie est en ébullition. Je vous dirais que c'est le phénomène polonais qui se produit, en ce sens que bon, c'est un pays organisé un peu sur la base du système du parti unique à la soviétique. Donc c'est un peu à la polonaise, des manifestations, les lycéens, les travailleurs, les femmes, toutes les couches de la population manifestent, et nous espérons que cela se poursuivra dans le reste de l'Algérie, mais dans le calme et la dignité.
Je voudrais prendre la parole parce qu'il y a un point qui est important dans le discours, dans le cours de ce que vient de développer le frère. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait confusion, parce que ce n'est pas ce que voulait dire notre frère ici. Nous ne condamnons pas ceux qui ont agi. Nous ne condamnons pas ceux qui ont agi. Nous ne sommes pas pour l'usage de... Nous voudrions que tout le peuple algérien endosse notre quête. Mais nous ne préjugeons pas non plus de la forme que va prendre cette... Et plutôt que de la forme polonaise, moi je voudrais parler, nous souhaiterions que ce soit la forme soudanaise, que notre peuple agisse, que tout le peuple agisse. Parce que au Soudan on a gagné, en Pologne on n'a pas encore gagné malheureusement, un régime qui est là, etc. Mais nous souhaiterions que ce soit la forme soudanaise, parce que c'est une région arabe, et c'est là justement où une action s'est développée au niveau de la rue, tout le peuple s'est assimilé à cette action. Et que pour nous, s'il y a réellement un exemple, ce serait l'exemple soudanais, que tout le peuple endosse notre action. Concernant donc ce que nous disons, il y a une violence qui est installée, c'est ce pouvoir. La violence, c'est le pouvoir. C'est lui qui distille en permanence la violence. Quand nous parlons de Kabylie, c'est heureux qu'il n'y ait pas eu des actes terroristes, ça ne veut pas dire que nous estimons que c'est des actes terroristes. La terreur, c'est le régime. C'est le régime qui est responsable de la voie que va prendre cette action. Nous souhaitons de tout cœur que cette action soit paisible, soit pacifique. Mais nous ne leurrons pas, nous ne sommes pas naïfs. Nous connaissons par une longue expérience, combien peuvent être les pesanteurs des régimes, combien elles peuvent être dangereuses, combien les blocages peuvent être dangereux, occasionnés par ces pesanteurs. Et donc nous ne préjugeons pas de l'action qui va. Et cette approche, nous souhaiterions qu'elle soit paisible, ne signifie pas que nous condamnons ce qui se passe, ou ce que certains ont fait, hein, par désespoir. C'est le régime qui crée le désespoir. C'est le régime qui pousse les gens à agir. C'est lui le terroriste. Oui, je ne pense pas avoir dit la moindre chose qui laisse croire que je condamne ceux qui ont pris les armes, tout simplement, et je condamne la répression, la façon dont elle a été menée, et surtout la répression. On aurait pu ouvrir un dialogue avec ces jeunes et essayer de comprendre ce qui les motive. Mais il y a une ligne stratégique que nous voudrions qu'elle sorte d'une manière très claire, cette conférence de presse, c'est que nous sommes pour un mouvement pacifique. Nous voulons, quand nous sommes engagés à défendre la légalité, cela ne veut pas dire le respect de leurs lois, parce qu'il y a tellement de lois scélérates comme celle qui interdit toute organisation ou association qui n'a pas l'accord du pouvoir. Ça veut dire tout simplement que nous sommes pour des actions de masse pacifiques. Et que, évidemment, nous ferons tout pour éviter à ce qu'il y ait des dépassements. Cela n'a absolument rien à voir avec la responsabilité écrasante qu'a le régime qui fait la répression. Il est certain que la violence de l'État est plus forte, mais nous pensons qu'une action irréfléchie peut renforcer le régime, peut l'amener à... Il ne faut pas tomber dans son piège, ne pas accepter, comme nous avons fait au temps de la guerre de libération, nous avons essayé d'élever le niveau tactique, technique et politique des gens pour ne pas accepter la bataille sur le terrain et au moment choisi par l'adversaire. Pour nous, la grande bataille, ça sera la bataille des masses. Et c'est vers cela que nous travaillerons. Islamic Republic News Agency. Brother Ben Mela, thank you for answering our first question. We had another question. We want to know what is your position towards the situation of Israel? Do you think that it is the source of instability in the region? And what do you think should be done to remedy this problem? La question m'est posée. Je dis très franchement, j'ai dit tout à l'heure
que la politique étrangère d'une Algérie est devenue elle-même. De même la construction du pays, sur le plan économique, social, culturel, c'est l'affaire d'après la victoire de la démocratisation de la vie publique du pays. Je le dis sincèrement, nous avons fait des déclarations là-dessus. Nous pouvons ne pas avoir le même point de vue, le frère Hussein et moi, sur la question d'Israël. Nous pouvons ne pas avoir le même point de vue. Le frère Hussein peut estimer que la paix nécessite des négociations avec Israël. Moi, je suis contre la présence d'Israël dans la région. Je le dis sincèrement. Je sais que ça ne se dit pas beaucoup, ça, maintenant. Les gens sont... Je m'excuse, je ne parle pas de frère Hussein, mais enfin, chez les dirigeants arabes, ça ne se dit pas beaucoup. Mais moi, je suis contre la présence d'Israël dans la région arabe. Non pas par racisme, je m'explique, je suis un sémite. Nous sommes des cousins, ils sont des fils de Sarah, nous sommes des fils de Gad. Nous parlons la même langue. Nous sommes de la même race. Nous avons le même sang qui coule. Nous sommes des sémites. Mais nous n'acceptons pas qu'un frère n'accepte pas qu'un autre frère rentre chez lui et lui dise c'est ma maison. Tout simplement. Nous n'acceptons pas ça. Israël, oui, est un ferment d'instabilité, de guerre dans la région. Ce n'est pas nous qui sommes allés à Israël, c'est elle qui est venue chez nous. Quand on nous dit reconnaissez-vous Israël, alors nous retournons la question, est-ce qu'Israël reconnaît les Arabes? Pas les petits Arabes gentils de la région, Israël faisant le poids de 200 millions d'Arabes, socialement, économiquement, culturellement, mais un Israël qui vivra avec les Arabes réellement. Alors nous posons aussi la question. Alors la question, je vais vous dire, elle est donnée par Golda Meir, elle est donnée par Begin. Begin, quand on lui a dit où sont vos frontières, il a dit les frontières sont là où il y a un soldat israélien. Golda Meir a dit que la politique d'Israël est la division permanente, la stratégie des Arabes. Et Sharon, il y a 2 ans devant l'Institut des études stratégiques, a dit les intérêts d'Israël dans les années 80 vont se situer non pas seulement dans le monde arabe, mais au Pakistan, en Iran, en Afrique du Nord, au centre de l'Afrique. L'Afrique du Nord, c'est arrivé déjà, vous voyez, l'action sur la Tunisie. Et encore, je reviens là-dessus, nous pouvons ne pas voir les points. Nous reconnaissons que nous pouvons diverger sur tel ou tel point. Il ne s'agit pas de cela maintenant. Il s'agit d'un programme minimum qui est le programme de la démocratisation de la République chez nous, dans le pays, de pluralisme, du respect des libertés fondamentales, de toutes les libertés. Il s'agit de cela. Et cela, nous sommes tout à fait d'accord sur ça. Et j'ai voulu quand même donner une explication, n'est-ce pas, une projection sur ce que nous sommes, ce que nous voulons faire, etc. Ceci, c'est l'avenir de la vie. Chacun a sa propre démarche. Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne Israël. C'est tout à fait normal que le frère Ahmed, dans son point de vue, le fait que nous ayons un programme minimum n'entraîne pas la langue de bois sur tous les autres problèmes. Nous discutons franchement et ce sont des problèmes que nous aborderons au fur et à mesure. Moi, j'aimerais donner deux principes sur lesquels je fonde une vision du problème palestinien. Le premier, c'est que tous les pays arabes travaillent à l'unité des Palestiniens, qu'ils travaillent à l'émergence de l'entité palestinienne. Il faut cesser, que chaque gouvernement arabe cesse d'avoir ses propres Palestiniens pour faire sa propre politique, évidemment au nom des buts extrémistes les plus aberrants. Mais dans la réalité, les slogans n'ont jamais amené la plupart des pays arabes à soutenir la cause palestinienne. Donc la première des choses, permettre aux Palestiniens d'émerger d'une façon autonome, encourager leur tendance démocratique, ne pas chercher à niveler par la base les mouvements palestiniens, à les réduire comme la plupart des mouvements dans les pays du tiers-monde, des mouvements uniques et fascisants.
Je pense que c'est un devoir d'aider les Palestiniens à se comporter d'une manière démocratique, à s'unir et à assumer leurs responsabilités. C'est eux qui doivent décider de l'avenir. Le deuxième point est la responsabilité écrasante des Nations Unies dans ce problème. Les Nations Unies doivent intervenir pour rendre justice à la Palestine. C'est elle, somme toute, qui a décidé du partage. Et c'est elle qui doit intervenir pour que le droit soit reconnu aux Palestiniens. Il est évident que, ayant eu l'expérience de certains leaders palestiniens extrémistes qui se contentaient de lancer des cris de guerre, mais qui ne faisaient rien sur le terrain, je pense qu'il faut saluer le fait que contre les mouvements palestiniens, il y a un esprit de responsabilité, il y a une concertation multiple, et tout ce que je souhaite personnellement, c'est que l'autonomie de la Palestine, des Palestiniens, apparaisse d'ores et déjà. C'est dans la garantie de la multiplicité des mouvements du pluralisme palestinien d'aujourd'hui qu'on trouvera la garantie de la démocratie chez les Palestiniens demain. أنا دكتور علي من منظمة حقوق الإنسان في العراق. سؤال أستاذ عيسى أحمد، بماذا يفسر تعاونكم مع منظمة إرهابية تتلقى الدعم المادي والمعنوي من جهات مشبوهة كالنظام الأردني والنظام العراقي، وهما نظامان ضد حقوق الإنسان؟ فهل أنتم مع الديمقراطية في الداخل وضدها في الخارج؟ لم أفهم سؤالك يا أستاذ. بماذا يفسر تعاونكم مع منظمة إرهابية مقرها في باريس تتلقى الدعم المادي والمعنوي من النظام الأردني والنظام العراقي، وهما نظامان ضد حقوق الإنسان؟ فهل أنتم مع الديمقراطية في داخل الجزائر وضدها في الخارج؟ هذا سؤال غريب، هذا سؤال غريب وموقف عجيب، لأن السلطات الجزائرية نفسها لم ولا ترمي شبه هذه الاتهامات. أريد أن أعرف ما هي هذه المنظمة بالضبط. فهذه مواقف من شأنها أن تشوه الحركة الديمقراطية اللي احنا عازمين على نشرها وتنظيمها. اسم المنظمة تدعى منظمة مجاهدي خلق، وأنتم تعرفون أنها أحدثت تفجيرات كثيرة. لم يكن لي أي اتصال بالمجاهدين خلق، لم يكن لي أي اتصال. وقبل أن تثيروا اتهامات لابد أن تعملوا تحريات تتحققوا، لأن هذا من منتهى الصعوبة. ممكن جدا. سمعت أنكم وقعتم بيانا تؤيدون فيه منظمة مجاهدي خلق إيراني. لا أبدا، لا لأن أريد أن أرى تلك ونشر في إحدى الصحف الفرنسية على ما أعتقد لومون قبل حوالي أكثر من شهر. لا أبدا، لا يوجد اسمي في، لم أوقع بتاتا يعني أوقع مثل هذا بالمرة. في كل البلاد العربية هناك سجون ومعتقلون، وهناك أنظمة ديكتاتورية استبدادية عسكرية فاسدة تتعاون معا رغم كل خلافاتها الزائدة الظاهرية لقهر المواطن العربي والتعامل معه بالقوة والقمع والإرهاب. ألا ترون أن الوقت مناسب لقيام جبهة عريضة في عموم المنطقة تضم جميع قوى المعارضة لمواجهة هذه الأنظمة الدكتاتورية؟ إننا نعتقد أن تراث الرئيس أحمد بن بلة النضالي والتاريخي يؤهله
بالدعوة لمثل هذه الجبهة وحتى قيادتها. ففعلا على طول الصحة وعلى عرضها وجود فئات حاكمة طاغية وفيها منظمات فيها معارضات تسعى للديمقراطية، واحنا مستعدون على ان نلبي اي طلب من هذا النوع، اي مبادرة لتكوين جبهة للمنظمات الديمقراطية المعارضة في الساحة العربية. احنا نرحب بأي مبادرة من هذا النوع. احنا مع كل المعارضين الأحرار، نأكد الأحرار الذين يدافعون على صيانة كرامتهم وعلى حريتهم. Je voudrais vous... Pardon. Une seule question, alors si elle est brève, oui, allez-y. Très brièvement, Je vous en prie. Moi, je voudrais vous demander si vous envisagez créer des cellules à l'intérieur même de l'Algérie. Et une deuxième question, vous ne croyez pas qu'une solution au problème du Sahara peut se trouver dans le contexte d'un référendum libre auquel le Maroc s'adhère? Je crois que nous avons répondu sur le problème du Sahara. Nous espérons que ce problème soit réglé. Parce que pour nous, ça crée un facteur de tension. On joue la stratégie de la tension pour faire dérivation et éloigner l'opinion algérienne de ces problèmes. Ne serait-ce que pour cela, nous espérons que ce problème sera réglé. Pour ce qui est des cellules, chacun de nous va s'efforcer de multiplier son action organique à l'intérieur du pays. Et je suis persuadé, déjà, l'Union est sur le terrain, elle est dans les prisons, à Berwaguia. Les jeunes militants qui luttent pour la reconnaissance de la langue berbère, les jeunes militants de la Ligue algérienne des droits de l'homme et les jeunes benbelistes vont être jugés presque en même temps, les uns à partir du 15 et les autres à partir du 19. Ils sont déjà en contact les uns les autres. Et nous espérons que cette grande prison que constitue l'Algérie sera finalement cassée, brisée par la rencontre entre tous les citoyens désireux de recouvrer leur personnalité, de recouvrer leur dignité. La preuve a été faite que le frère Ben Bella, qui se proclame arabe, qui est musulman et moi-même qui me dis berbère et qui suis pour la langue arabe, la preuve est faite que la situation en Algérie pourrait être transformée si notre exemple est pris au sérieux et si chacun décidait de s'unir pour faire triompher l'idéal démocratique. Une ultime question, s'il vous plaît, pour Ahmed Ben Bella. Ah oui. J'ai remarqué que vous n'évoquez pas ou vous n'évoquez plus l'exemple iranien, c'est l'exemple soudanais. Alors, est-ce que ça signifie que vous vous en démarquez? Et puis, question un petit peu complémentaire, je veux savoir où en sont vos relations avec la Libye. Oui. Une petite question précise, hein. Elle est très précise, M. Soudan. Je suis toujours pour la révolution iranienne. Toujours. Et j'estime que le régime libyen, dans la scène arabe, est le plus positif. Voilà. Monsieur Ben Bella et Monsieur Aït Ahmed, juste une dernière question. De nombreuses personnes à Paris s'étonnent du choix de Londres. On a répondu à Londres. Mais Paris, c'est quand même le lieu de l'immigration. Hein? Paris, c'est quand même le lieu de l'immigration. L'immigration. Oui, oui, vous avez raison. Posez la question. Juste vous poser une dernière question. Donc,
De nombreuses personnes à Paris s'étonnent du choix de Londres comme lieu de la conférence, alors que Paris, c'était la capitale, somme toute désignée pour ce genre de conférence. De nombreuses manifestations de la communauté ont lieu actuellement à Paris, contre la répression évidemment en Algérie. Comptez-vous vous rendre prochainement à Paris et donner écho à cette conférence de presse? Le fait que nous nous soyons réunis à Londres ne signifie nullement que nous nous désintéressons des problèmes de l'immigration. Je vous ferai rappeler qu'ici à Londres aussi, il y a de drôles de problèmes de l'immigration, ou bien de ceux qui ne sont pas, qui sont originaires de colonies ou des... Donc le choix de Paris, le choix de Londres, nous avons dit déjà pourquoi. C'est parce que ici à Londres sont réunies les meilleures conditions pour tenir une conférence de presse. Nous avons ici cela en Europe. Mon retour en France, je ne retournerai pas en France. Parce que le gouvernement français a eu une attitude indigne lors de l'affaire de Montmorency. Je ne suis pas interdit de séjour en France, mais je ne rentrerai pas en France parce qu'il s'agit de l'intérêt non pas d'Ahmed Ben Bella, mais du peuple algérien. Moi, je crois que dans les conditions actuelles des relations entre la France et l'Algérie, il ne serait pas possible d'avoir l'autorisation des autorités françaises de tenir cette conférence. Je dois dire, avant de partir, que pour moi, les migrations en France, la jeunesse, les migrations en France va constituer l'avant-garde, comme leurs aînés ont été l'avant-garde pour la libération de l'Algérie, ils constitueront l'avant-garde pour la démocratisation de l'Algérie. Nous ne nous désintéressons pas du danger de racisme, de leurs problèmes, du fait qu'ils sont abandonnés des deux côtés, et c'est peut-être l'un des vecteurs principaux qui nous permettra de faire avancer la démocratie en Algérie.